Cette image, que j'ai appelée harold2.jpg, pèse en fait 2,7 fois 10 puissance moins 21 kg, alors qu'elle est stockée sur un disque dur. Celle-ci, 2,5 fois 10 puissance moins 18 g, et celle-là, 0,000031 picogrammes. Bien sûr, ça peut te sembler carrément paradoxal, parce que ce qu'un écran pourrait afficher, ça n'existe pas vraiment, on est d'accord. Mais pourtant, ces JPEG ont bel et bien une masse, et dans cette vidéo, je vais tout simplement te le prouver. En vrai, j'ai changé d'unité à chaque fois, mais c'est exactement le même ordre de grandeur pour chaque fichier, donc il n'y a pas une énorme variation de masse entre chacune de ces images. Bon, pour comprendre pourquoi la donnée possède une masse, et comment j'ai bien pu la calculer, il faut commencer par comprendre comment ça marche. Parce que c'est vrai ça, comment on stocke de la donnée dans un téléphone par exemple. Pour ça, il y en a pour tous les goûts et sous toutes les formes, avec bien évidemment chacune ses avantages et ses inconvénients. Depuis les tout premiers supports à base de tissu, puis de carton, juste pour pouvoir stocker quelques lettres, vers des téraoctets de données disponibles dans nos machines, pour stocker par exemple des jeux aussi développés que Unrecord. Et ça jusqu'au cloud et ses capacités de stockage qui peuvent sembler quasiment infinies. Il suffit de voir la page d'accueil de YouTube pour voir qu'il y en a eu du chemin depuis 1890. Les supports ont complètement changé, et ça grâce à une meilleure maîtrise de l'électricité, et surtout l'invention de composants qui sont juste indispensables à l'informatique moderne. Même en 70 ans, on est passé du tout premier disque dur au monde qui pouvait stocker 5 mégaoctets, c'est à peu près 70 JPEG de quelques centaines de pixels de côté, ce qui pour l'époque était bien entendu absolument énorme, alors que ce disque pesait à peu près 1 tonne, et faisait environ les dimensions d'une porte. Mais on va revenir dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, des systèmes de stockage, on en a des tonnes. Que ce soit les clés USB, les cartes SD, les disques durs, le cloud, etc., etc. Et ça avec des capacités de stockage qui sont parfois des millions de fois plus grandes que ce tout premier disque dur, contenu dans un petit boîtier en plastique. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas vraiment cette folle évolution de la mémoire, même si ça va indéniablement nous concerner pour le sujet du jour. Ce qu'on va plutôt chercher nous, c'est savoir si cette mémoire possède une masse. Bon, je t'ai déjà un petit peu spoilé pour ça, mais tu peux parfaitement te dire que c'est complètement con, parce que, après tout, le virtuel, ça n'existe pas vraiment. Et si un jour tu as déjà rempli un disque dur à 100%, tu n'as tout simplement pas pu te rendre compte d'un quelconque changement de masse entre l'avant et l'après. Et à tout ça, je te répondrai que c'est bien normal. Ça va encore te paraître paradoxal, mais laisse-moi te convaincre en te prouvant avec des supports extrêmement différents que la donnée possède bel et bien une masse. Et grâce à tout ça, on va calculer ensemble la masse du virtuel, donc la masse de ces 3 JPEG que je t'ai présenté précédemment. Ça peut sembler être un challenge assez surprenant, et somme toute assez stupide, mais néanmoins fort intéressant. Et pour comprendre d'où vient cette masse, il faut commencer par comprendre comment fonctionnent tous ces différents dispositifs. Parce que forcément, entre un SSD de 2 Teraoctets en 2024 et un bout de carton en 1960, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas tout à fait la même chose. Du coup, on sait qu'il y a plein de moyens différents de stocker de la donnée. Pour simplifier un petit peu l'exercice, je vais me concentrer sur seulement 3 supports de stockage différents. Sinon, il y a quand même des méthodes de stockage un petit peu similaires entre les différents supports, mais au bout d'un moment, ce serait beaucoup trop long de tous les énoncer, et je finirais carrément par toujours me répéter. Donc on va se concentrer sur ces 3 solutions, et ça devrait être amplement suffisant pour pouvoir te convaincre. Et pour commencer, on va faire un petit voyage dans le passé. Un petit retour à la préhistoire de l'informatique. Au commencement, il y avait le tissu perforé. C'était la première méthode utilisée pour pouvoir automatiser des métiers à tisser. Mais là tout de suite, ce qui va nous intéresser, c'est sa version un petit peu améliorée, la carte perforée. En 1890, l'un des fondateurs d'IBM, qui reste aujourd'hui l'une des plus importantes sociétés de l'informatique moderne, Hermann Hollerith a utilisé pour la toute première fois ces cartes afin de faire un recensement aux États-Unis. Grâce à elle, il estime quand même avoir gagné beaucoup de temps dans le processus. En même temps, au lieu de plusieurs années pour pouvoir faire ce recensement, il n'y a passé que quelques semaines. Ce qui reste quand même plutôt sympa. En tout cas, sacrée amélioration. Le fonctionnement pur et dur d'une carte perforée, c'est pas très compliqué. Dessus, la donnée va être représentée soit par un trou, soit par l'absence de trou. Mais du coup, c'est quoi la donnée? La donnée, ça va être constitué de bits. C'est tout simplement l'unité fondamentale en informatique. Et un bit, ça ne peut prendre que 2 valeurs. Un 0 ou un 1. Et généralement, la valeur 1 c'est quand le courant peut passer, et la valeur 0 c'est quand le courant ne peut pas passer. Prenons un exemple. Quand tu vas aux toilettes pour pouvoir faire la grosse commission, à ce moment-là, tu as besoin d'appuyer sur un interrupteur pour pouvoir allumer la lumière. Eh bien, cet interrupteur, il possède 2 états différents. L'état éteint, la lumière n'est pas allumée et tu t'apprêtes à chier dans l'obscurité. Et l'état allumé, dans lequel tu vas pouvoir couler un bronze dans la lumière. Et c'est ça un bit.
un 0 et tu vas chier dans l'ombre de la nuit, ou alors un 1 et tu vas être baigné d'une douce lumière pendant que tu défèques. Dans le cas de notre petit bout de carton, s'il y a un trou, ça va correspondre à un 1, donc caca à la lumière, et si jamais il n'y a pas de trou, et bah ça veut dire que ce sera un 0, donc forcément caca dans le noir, parce que dans la lecture des cartes, on va en gros faire passer un balai avec un nombre spécifique d'aiguilles à la surface de chaque carte perforée, donc autant d'aiguilles en métal que d'emplacements potentiels pour la donner sur la carte. Comme ça, on va pouvoir connaître précisément la position de chaque trou, parce que si jamais il y a un trou quelque part, l'aiguille va tout simplement pouvoir passer au travers et conduire de l'électricité. L'objectif initial, c'était surtout de stocker des données numériques ou du texte. Par exemple, pour pouvoir représenter un élève dans une école, il nous faut plusieurs informations. Il nous faut son nom, sa date de naissance, son code APE, sa classe, etc., etc. Et ces cartes avaient des dimensions très précises. Bon, par contre ça a un petit peu évolué au fil des machines, mais les plus connues étaient constituées de 80 colonnes par 12 lignes. Et théoriquement, c'était quand même 960 bits qu'on pouvait stocker sur la carte. Et oui, 80 x 12... 960, bravo à toi si jamais t'as écouté avant. Dans les faits, par contre, c'était un petit peu différent. Mais pour des raisons de simplicité, on va quand même admettre que c'était 960 bits qui étaient potentiellement utilisés pour le stockage. Donc un potentiel de 960 trous par carte. Mais dans ce cas-là, est-ce que la donnée possède une masse? Comme je te l'ai dit, un 1 ça correspond à un trou, et un 0 ça correspond à l'absence de trou. Je sais, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme ça, mais je te rappelle quand même que le trou, il permet de faire passer le courant. Donc c'est un 1. Et je sais que ça va paraître con, mais dans cette configuration, un bit à la valeur 0, bah il ne possède pas de masse. On est d'accord que si on fait pas de trou dans la carte, on perçoit pas de changement dans sa masse. Par contre, si on fait un trou, donc si on inscrit la valeur 1, va y avoir une petite variation, donc un bit à la valeur 1 a une masse. Il faut peut-être se faire un petit peu de gymnastique mentale pour se le figurer, mais ça veut dire que seulement dans le cas où on inscrit un 1, donc quand on fait un trou, alors la donnée possède une masse, parce que la masse du support va changer. Sauf que dans ce cas-là, et c'est là où c'est vraiment paradoxal, c'est que la donnée fait perdre de la masse au support. Donc ici, un bit à la valeur 1 possède une masse négative. Bon, après je vais pas trop m'étaler là-dessus non plus, parce que ces cartes, comme je te l'ai dit, elles étaient surtout faites pour stocker du texte et quelques valeurs numériques, et je pense très sincèrement que personne n'a jamais stocké d'image là-dessus. En tout cas, j'ai pas de source pour l'affirmer, mais je pense vraiment que ce serait extrêmement stupide d'essayer de le faire. Donc c'est surtout que j'espère que personne ne l'a jamais fait. Du coup, juste pour le calcul, les 3 JPEG que je t'ai présentés en début de vidéo, ils font entre 60 kilooctets et 80 kilooctets. On va en gros estimer une moyenne de 70 kilooctets pour un JPEG. Tu le sais sûrement, mais aujourd'hui sur un disque dur ou dans une clé USB, stocker ces images, c'est pas énorme, ça prend pas beaucoup de place. Et stocker 1000 images sur une seule clé, c'est largement faisable. Mais je te l'ai dit plus tôt, une carte, ça peut stocker jusqu'à 960 bits. Donc on va faire un peu de maths, mais rassure-toi, je suis aussi une burne en mathématiques, donc ça va vraiment être très rapide et pas compliqué du tout. Un octet, c'est égal à 8 bits. Donc un octet, c'est une séquence de 8 valeurs différentes qui sont soit à 1, soit à 0. Par exemple, ça c'est un octet, ça c'est un autre octet, et ça c'est encore un autre octet. Sur une seule carte, on a 960 bits. Donc divisé par 8, ça nous donne 120 octets potentiels sur une carte. On va retenir donc que une carte, c'est égal à 120 octets. Et pour 1 kilooctet, c'est 1024 octets. Bon, après, le kilo, c'est un petit abus de langage pour pouvoir simplifier la notation. Pour la moyenne de la quantité de données nécessaire pour stocker un seul JPEG tout à l'heure, on a dit que c'était 70 kilooctets. Donc 70 fois 1024, ça me donne 71 680 octets. Là, j'ai juste converti des kilooctets en octets. Donc une image, c'est 71 680 octets. Du coup, est-ce que tu commences à voir le petit problème de place si jamais on cherchait à stocker ne serait-ce qu'une image sur ces cartes perforées? Bon, on va faire un dernier petit effort pour les calculs. 71 680 divisé par 120, donc le nombre d'octets pour un JPEG, divisé par le nombre d'octets disponibles sur une seule carte, on obtient 597,33 cartes. Il me faudrait 598 cartes pour stocker un seul JPEG. Ce serait complètement absurde. Et puis, franchement, ce serait extrêmement con de stocker autrement qu'avec une seule impression sur une seule feuille en papier A4. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on considère qu'une photo imprimée, ça a le même nombre d'octets qu'un JPEG? Franchement, je saurais pas dire. Et puis, là encore, un bit, ce serait égal à quoi? À 1 mm²? 1 cm²? Bref, de toute façon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas vraiment de savoir si notre carte a perdu 100 grammes. J'ai perdu 100 grammes. Eh bien, vous voyez, la diète vous réussit. Nous, on veut savoir pourquoi, sur un disque dur moderne,
ces JPEG possèdent une masse. Et bien sûr, calculer cette masse, et la réponse arrive bientôt, je te le promets. Du coup, on va avancer jusque dans les années 1950 avec la commercialisation du tout premier disque dur au monde. Et apparemment, il avait une capacité de stockage de 5 mégaoctets. Pour faire l'analogie avec les cartes, 5 mégaoctets c'est 5 242 880 bits. Bon, je vais t'épargner le calcul, mais ça fait un peu plus de 5461 cartes. Toujours selon notre exemple précédent avec une carte égale 960 bits. Et ce disque dur, il avait une petite particularité concernant sa taille, puisqu'il pesait apparemment près d'une tonne, faisait 1m73 de haut pour 1m52 de large et 74 cm de profondeur. Pour te donner une idée, c'est plus ou moins la taille d'un gros frigo. Et avec un poids bien sûr démesuré par rapport à lui. Ce disque dur était de type HDD, donc pour Hard Disk Drive, et c'était une petite révolution dans le monde de l'informatique. En même temps, pour pouvoir lire et écrire plus de 5000 cartes très rapidement sur une seule machine, tout en se permettant des erreurs, parce qu'un bit mal écrit sur le disque dur, on peut le changer, alors que reboucher un trou dans une carte perforée, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais une question se pose. Comment fonctionnait ce tout premier HDD? Le IBM 350 était composé de plein de disques magnétiques empilés les uns sur les autres. Et pour pouvoir lire ou écrire de la donnée, sur chaque disque, il y avait une petite tête qui venait en quelque sorte scanner une zone du disque. Si t'as tout compris, bien joué à toi, et pour les autres qui n'ont pas menti, eh ben je vais expliquer tout ça un peu plus en détail et surtout un peu mieux. Le concept d'origine n'a pas vraiment changé. Les disques durs HDD ont toujours le même fonctionnement 70 ans après. C'est surtout l'optimisation et la quantité de stockage qui ont beaucoup changé, parce qu'on a des disques beaucoup plus petits et capables de stocker beaucoup plus de données qu'à l'époque. Par contre, le moyen de base, lui, il n'a pas du tout changé, c'est toujours des disques magnétiques. Pour simplifier, on peut découper un HDD en deux portions. Déjà, la partie avec le disque magnétique, on verra plus précisément comment il fonctionne un petit peu plus tard dans la vidéo, et la deuxième portion, ce serait la partie avec la tête, donc de lecture et d'écriture. Pour un seul disque, il y a deux têtes de lecture-écriture, et chacune des têtes est capable de faire les deux actions. Par contre, elles vont devoir s'occuper d'une portion différente sur le disque magnétique. Si on le fait en dessin, on peut en gros mettre une tête sur le recto du disque magnétique, et l'autre tête, on va la mettre sur le verso, et on va faire deux petites aiguilles, ce sera beaucoup plus simple à visualiser. Et chacune d'elles va écrire ou lire de la donnée sur sa propre moitié du disque, donc sur une face ou sur l'autre, puisqu'elles seront capables de s'orienter grâce à un axe de gauche à droite, comme ça elles pourront scanner la totalité du disque, et forcément en atteindre toutes les parties. Et comme chaque face du disque peut être lue ou écrite, bah forcément avoir une seule tête, c'est pas trop faisable, parce qu'on peut pas faire passer une seule tête d'une face à l'autre comme on le souhaite. Déjà, ce serait pas pratique, et en plus ce serait super long. Du coup, pour ça, il nous faut forcément deux têtes de lecture et d'écriture. Et en même temps, dans le fonctionnement du HDD, le disque magnétique va tourner à très grande vitesse. Aujourd'hui, la vitesse commune, ce serait à peu près 7200 tours par minute. C'est une valeur qu'on voit revenir assez régulièrement quand on en cherche. D'ailleurs, il y en a même certains qui sont largement capables de dépasser les 10 000 tours par minute, ce qui est vraiment beaucoup. Et plus ce disque magnétique va tourner vite, plus la lecture et l'écriture sera rapide. En résumé, on fait tourner un disque magnétique très vite, et à l'aide de deux têtes de lecture et d'écriture, on va tout simplement scanner la surface de ce disque. Et après avoir eu ces deux têtes et ce disque seul, on va tout simplement reprendre le même système et les empiler les uns sur les autres. Donc on va pouvoir répéter l'opération tout un tas de fois. On prend un second disque et ses deux têtes, et on va le placer en dessous du premier, on en prend un troisième et on le place encore en dessous, et ainsi de suite, etc. etc. Comme ça, on peut les empiler pour grandement augmenter la quantité de stockage dans nos disques durs. C'est exactement le même concept pour chaque disque magnétique, sauf que ça se fait sur une grande quantité d'étages, sans oublier que chaque disque possède ses deux têtes. En fait, c'est comme un oignon, il y a plein de couches empilées les unes sur les autres. Mais comment on écrit de la donnée sur un disque? Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui va nous intéresser. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un disque magnétique. Bon, pour cette fois, on va admettre qu'on s'en fout de leur composition précise, ça servira à rien de te donner l'alliage qui compose le disque, parce que ça changerait rien à la masse de la donnée à la fin, en tout cas dans le résultat que je vais te montrer après. Par contre, le fonctionnement global des disques, lui, il est plutôt important. À la surface d'un disque, on peut en gros découper plein de microcases que l'on va appeler cellules. Et une cellule, c'est juste une petite portion à la surface du disque. Dans mon exemple, pour le rendre un petit peu plus simple, mon disque sera composé d'une dizaine de cellules. Et chacune de ces cellules peut être magnétisée. Bon alors, pas comme si on allait voir un magnétiseur, mais il faut plutôt voir ça comme le fonctionnement d'un aimant. Et pour chacun de ces aimants, donc chacune de ces cellules, et bah ça va représenter un bit. Imaginons que la tête de lecture-écriture doive écrire de la donnée, et dès que la tête va passer au-dessus d'une cellule, elle devrait être capable de changer le sens du champ magnétique émis par la cellule. Et à la lecture, la tête va tout simplement lire dans quel sens est le champ magnétique. Et forcément, ce champ ne peut avoir que deux sens de propagation. Donc rappelle-toi, il faut le voir comme un aimant.
Et justement, qu'est-ce qu'on sait sur les aimants? Eh bien, on sait que lorsqu'on regarde un aimant, il a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud magnétique, et finalement un petit peu comme la Terre. Et le champ magnétique se déplace toujours d'un pôle vers un autre, donc du nord vers le sud magnétique, quand on le regarde de l'extérieur. Et à l'aide d'un élément bien connu aujourd'hui, l'électricité, on est capable d'influencer le champ magnétique, puisqu'on est capable de créer un électroaimant tout en choisissant où sera le nord magnétique. Bon, je vais pas te montrer précisément comment ça marche pour cette fois, mais sache quand même qu'on est capable de le faire. Donc retiens juste que, en fonction de comment on manipule l'électricité, il est possible d'influencer le champ magnétique qui entoure la source de courant. Donc autour d'un fil, il y a un champ magnétique assez faible qui peut se créer. Du coup, dès que la tête passe au-dessus d'une cellule, donc en gros d'un minuscule électroaimant, elle reçoit peut-être l'ordre de faire passer cette cellule du sud magnétique au nord magnétique, ou inversement, ça dépend de ce qu'elle a reçu comme ordre. Et la lecture du champ magnétique, elle peut aussi se faire que dans deux directions. On peut avoir par exemple vers le nord égale 0 et vers le sud égale 1. Yo, c'est Survel du futur. Alors, juste pour être certain, parce que ce que je viens de dire, ça peut prêter à confusion, je te rappelle quand même que lorsque l'on observe le champ magnétique d'un aimant, à l'extérieur, il se déplace toujours du nord magnétique vers le sud. Ça ne change jamais. Donc essaye surtout de voir chaque cellule comme un aimant que l'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Comme ça, du point de vue de la tête de lecture, le sens de propagation aura changé. On peut imaginer que le nord à gauche et le sud à droite, ce serait un bit à 0, et inversement, sud à gauche et nord à droite, on va dire que le bit sera 1. Voilà, j'espère que c'était assez clair, donc retiens juste que une cellule c'est égal à un aimant qui peut tourner. Par contre ça va être un petit peu spécial parce que définir lequel est le 0 et lequel est le 1, ça va dépendre des constructeurs. Donc ce que j'ai dit, ce sera pas nécessairement valable pour ton disque dur, ni même pour le mien. Et surtout, c'est pas nécessairement juste à la lecture du champ magnétique, c'est peut-être aussi par rapport à son changement d'état. Mais bref, le fonctionnement reste relativement le même dans les deux cas. C'est juste la manière d'interpréter la lecture qui peut changer. Donc chaque cellule agit comme un aimant, et on est capable de lire le sens du champ magnétique qu'elle va émettre. Mais on va pas se prendre plus la tête de lecture que ça dessus, d'autant plus que j'ai juste parlé de changement de direction nord-sud pour simplifier. Du coup, est-ce que la donnée ici, elle possède une masse? Alors, oui et non. Je sais, dans la vidéo de la simulation, j'ai en gros affirmé que la donnée possédait une masse, quel que soit le support. Et en revoyant la vidéo, je peux comprendre que l'affirmation soit, pour certains, un peu mal passée. Mais pour cette vidéo, justement, faut quand même remettre dans le contexte que je cherchais à justifier l'existence de cette théorie, et surtout, expliquer le plus simplement possible l'expérience de Melvin Vobson, tout en essayant de donner un axe purement orienté sur l'informatique. Donc, mea culpa, je me suis un peu mal exprimé dans cette vidéo. Par contre, il y a quand même un très gros problème lié à tout ça. Au lieu de se plaindre comme un con dans les commentaires, ce serait peut-être pas mal de demander les sources du créateur. Quelques jours avant la sortie de cette vidéo, je me suis vraiment demandé si quelques personnes allaient me les demander. J'ai fait exprès de ne pas lâcher mes sources sur un sujet qui est de base assez chelou. Tu peux en douter, pas de problème, mais moi au moins je sais que c'était volontaire. Et sur la totalité des infos que j'aborde, donc l'expérience, la caverne de Platon, la masse de l'information, etc., sur des centaines de commentaires, j'ai reçu une seule et unique demande de source. Et pour un seul sujet. Donc je trouve ça assez affolant que sur plus de 80 000 vues sur la vidéo, y a une seule personne qui a quand même daigné me demander les sources. Et encore, je réitère, c'est sur une seule et unique information. Et je maintiens, je trouve ça assez flippant en fait, parce que sur la totalité des infos que j'ai balancées, j'aurais pu balancer une dinguerie au milieu de plein de vérités, et personne n'en aurait eu rien à foutre. Alors, par pitié, c'est pas parce que quelqu'un peut potentiellement te paraître un peu sympathique ou fait un contenu qui est un peu cool à regarder, j'en sais rien, qu'il faut le croire à 100% et prendre en compte absolument tout ce qu'il a dit. Tout le monde peut se tromper. Après tout, l'erreur est humaine. La parole d'aucun influenceur n'est parfaite, et je pense très sincèrement que quasiment tout peut être remis en question. Alors, s'il te plaît, ne fais pas confiance à quelqu'un juste parce qu'il a fait une vidéo qui a fait un peu de vues. Surtout quand cette vidéo parle du doute. Bref, tout ça pour dire que oui, même sur un disque dur HDD, la donnée possède une masse. Mais pas du tout de la même manière que sur les cartes perforées, ni de la même manière que sur un SSD d'ailleurs. Mais ça, on en reparlera juste après. Et ici, la masse repose sur la manipulation de la donnée. Alors, je m'explique. En gros, au stockage en lui-même, la donnée possède pas vraiment de masse. Elle ne doit théoriquement pas changer entre un disque dur à 100% plein et un disque dur complètement vide, pour le HDD. Par contre, lorsque l'on va lire de la donnée, lorsque l'on va écrire de la donnée, là, on va mettre le disque dur et ses composants sous tension. Autrement dit, on va tout simplement faire passer un flux d'électrons à l'intérieur du disque dur HDD. Et c'est ce courant qui va posséder une masse, parce que le courant en entrée n'a pas nécessairement le même nombre d'électrons que le courant en sortie. Donc le flux
peut engendrer une variation de la masse du HDD. Mais malheureusement, on peut pas vraiment calculer la masse d'un seul bit dans le HDD. Pour la simple et bonne raison que rien ne dit que cette variation de masse reste constante. On peut voir ça comme un barrage. En gros, l'eau passe dans le barrage, et même s'il va relâcher l'intégralité de l'eau, bah c'est pas forcément au même débit. Et quelqu'un s'est peut-être aussi servi entre-temps avec une bouteille. Et quand bien même, parce que cette masse, elle varierait vraiment très légèrement. Parce que la masse d'un électron, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Et ce sera absolument ridicule comparé à n'importe quel objet que tu peux avoir chez toi. Si je te montre ce disque, c'est un poids utilisé en sport qui fait 1 kg. Et on va supposer que cette valeur est fiable à 100%. Donc il ne fait pas 1,00001 kg, il fait vraiment pile 1 kg. Si on supposait un objet de même composition que ce disque, pour qu'il puisse faire à peu près la même masse qu'un seul électron, il faudrait qu'il soit 10 nonillions de fois plus petit. Et comme ça représente un nombre tellement immense, bah je sais vraiment pas avec quoi le comparer, donc je peux pas te proposer de représentation exacte. Ce serait un ordre de grandeur encore plus grand que ce qui sépare mon disque de la masse de la Terre. Parce que si je voulais obtenir un disque qui fait à peu près la même masse que la Terre, il faudrait que je multiplie sa masse par 10 puissance 24. Ça représente un 1 suivi de 24 zéros. Et de l'autre côté, si je voulais qu'un électron ait la même masse que mon disque, il faudrait que je le multiplie par 10 puissance 31. Et là, c'est un 1 suivi de 31 zéros. Et c'est 10 millions de fois plus qu'entre mon disque de 1 kg et la Terre. Donc autant dire que c'est incroyablement petit. Et c'est pour ça que dans un disque dur, bah c'est pas possible de se rendre compte de cette variation de masse à la main. La variation est tellement infime qu'elle est quasiment indétectable. Et pourtant, dès que tu utilises un disque dur, sa masse varie. Donc désolé pour l'approximation dans la vidéo sur la simulation, mais je fais toujours mon maximum pour ne pas mentir. Donc derrière, si j'ai mal expliqué ou si c'est compris de travers, bah désolé, je suppose. Mais surtout, comment j'ai fait pour réussir à définir la masse de ces 3 JPEG tout à l'heure? Parce que depuis le début de la vidéo, là, on va pas se mentir, bah j'ai un peu l'impression de te dire que je suis pas capable de la calculer. En tout cas, pas capable de te donner une valeur précise. Un ordre de grandeur, oui, mais pas cette valeur. Serais-je donc en train de me foutre de ta gueule? Évidemment que non. Et c'est là que va entrer en jeu le système de stockage le plus rapide au monde, le SSD. Si un zizi dans le HDD n'est finalement qu'un très petit champ magnétique avec aucun impact sur sa masse sur le long terme, ça va être très différent dans le cas d'un SSD. Et ici, petit abus de langage de ma part, parce que ça peut induire en erreur, mais j'appelle aussi les SSD disques durs. Par exemple, j'ai un HDD et un SSD dans mon PC, bah pour moi j'ai 2 disques durs, tout simplement. Et d'ailleurs, SSD ça veut dire Solid State Drive, mais malheureusement il n'y a pas vraiment de traduction en français. Donc c'est pas 100% juste d'un point de vue extérieur, et très sincèrement, désolé pour les puristes, mais je vais continuer à les appeler comme ça. Bref, qu'est-ce qui pourrait bien différer entre un HDD et un SSD? Déjà, la manière d'accéder à la donnée dans le disque dur classique, donc dans le HDD, ça va être mécanique, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour que la tête puisse s'orienter sur la bonne portion du disque, et en même temps, le disque doit aussi tourner, ce qui d'ailleurs rend extrêmement fragile les HDD, parce qu'il y a des pièces mécaniques assez facilement dégradables. Et surtout, beaucoup plus lent qu'un SSD, parce qu'il faut quand même le temps que la tête puisse trouver l'emplacement sur le disque. Et aussi rapide soit-il, bah ce sera absolument jamais instantané. Et d'ailleurs, c'est ce qui va générer un peu de bruit dans le HDD. Dans le cas du SSD, il n'y a absolument aucune pièce mécanique. Tout est fait à partir de circuits imprimés. Et le stockage va s'effectuer dans ce qu'on appelle la mémoire flash NAND. Et là, tu te demandes sûrement ce que c'est que la mémoire NAND. Et je vais te l'expliquer en essayant d'éviter les détails trop complexes. En tout cas, je sais qu'il y a des éléments qui peuvent paraître complexes, mais au global, c'est très simple à comprendre. En tout cas, j'ai confiance en toi. Tu en es capable. Cette mémoire est composée de millions de transistors, et le fonctionnement c'est toujours celui pour l'interrupteur de tes toilettes quand t'as une petite envie nocturne. Sauf que dans ce cas-là, ils sont un petit peu plus spéciaux. En gros, de base, un transistor ça permet d'orienter le courant dans un circuit électrique, et c'est le composant de base de l'informatique. Et éventuellement, tu peux t'en servir comme d'un interrupteur. Pour visualiser un petit peu mieux, tu peux juste imaginer un train qui roule sur des rails, et à un moment, il croise une intersection. Il a besoin de choisir entre 2 voies possibles. Il doit aller soit à droite, soit à gauche. Et comme bien entendu ce n'est qu'un seul train, bah il est obligé de choisir une de ces 2 voies. Pour que le train puisse changer de voie, on a un petit peu tous l'image de ce gros levier. Tu le pousses, le train va à gauche, et tu le tires, le train va à droite. Ou inversement. Et ben, en électricité, c'est un transistor qui permet de dire si le train va à droite ou à gauche. Son but, ça va vraiment être de diriger, de réguler le courant. Bon, après peut-être qu'on se repenchera un petit peu plus en détail sur ce composant dans une autre vidéo. Mais pour les transistors dans la mémoire flash NAND, qui sont, je le rappelle, un petit peu spéciaux, l'objectif reste en partie de continuer à contrôler le courant, mais c'est aussi de conserver une charge électrique le plus longtemps possible si jamais on le lui demande. L'idée, ça va être un petit peu de fonctionner comme une prison, sauf que les pensionnaires
bah ça va être des électrons. Pour simplifier, on a de base un courant électrique qui se balade dans une espèce de couloir. Ce couloir a pour objectif de gérer son flux, donc la quantité d'électrons qui va le traverser. Par exemple, on a 100 000 électrons à l'entrée de ce couloir. Une fois qu'on lui ouvre la porte, on en laisse seulement 20 000 passer. Comme ça, on aura 20 000 électrons qui vont pouvoir se balader librement dans ce petit couloir. Et dans les faits, ce petit couloir s'appelle en fait grille de contrôle. Mais tu peux encore te simplifier la tâche en imaginant juste un fil dans lequel le courant passe. Jusqu'ici, rien de compliqué. On a juste 20 000 électrons qui se baladent librement dans notre grille de contrôle. Si maintenant je veux stocker un 1 dans ma mémoire, il faut que je laisse tous les électrons s'échapper. Donc je vais laisser mes électrons passer d'un bout à l'autre du couloir, sans rien changer à leur flux. On va les laisser traverser sans jamais les emprisonner. Mais si je veux enregistrer un 0 dans ma mémoire, là ça va être un petit peu différent. Parce que là, il faudra que je conserve une partie de ces électrons quelque part. Et ça, tant que le bit va rester à 0 dans ma mémoire. Il faut donc que je trouve un moyen de stocker ces électrons quelque part dans mon transistor. Pour pouvoir piéger ces électrons, on va utiliser ce qu'on appelle une grille flottante. C'est en gros un autre milieu conducteur. Sauf qu'il est complètement isolé électriquement de l'extérieur. Et ce milieu conducteur, donc que tu peux carrément voir comme étant un simple fil, ce sera un second couloir sans aucune connexion directe avec la grille de contrôle. Je n'ai donc aucune porte qui peut donner vers ce second couloir. Donc ma grille flottante, c'est un couloir complètement séparé de ma grille de contrôle, dans laquelle se baladaient librement mes 20 000 électrons. Donc si on arrive à faire passer un électron du tout premier couloir, donc la grille de contrôle, dans le second couloir, donc dans la grille flottante, il sera théoriquement piégé à jamais, puisque une fois enfermé dans la grille flottante, il n'aura plus aucun moyen de retourner dans la grille de contrôle. Parce que, je le rappelle, la grille flottante est complètement isolée de l'extérieur. Du coup, la question c'est comment est-ce qu'on peut piéger un électron dans cette grille flottante si elle est complètement isolée? Eh bien, c'est une très bonne question, spectateur avisé. On va faire ça grâce à l'effet tunnel. Et là encore, t'es censé me demander, c'est quoi l'effet tunnel? Eh bien, imagine un verre rempli d'eau d'un côté, et de l'autre côté, tu imagines un autre verre mais vide. Les deux verres sont là devant toi, et il n'y a dans l'absolu absolument aucune liaison entre ces deux bacs. Il y a concrètement juste une paroi en verre qui va séparer les deux réceptacles. En somme, c'est une barrière qui va séparer les deux milieux. On est bien d'accord que si je foutais un liquide dans mon second verre, ce serait absolument impossible qu'il se mélange avec mon eau. Et ça, c'est parfaitement logique pour nous. Ou alors, tu arrives à voir cette vidéo depuis un bien étrange endroit. Pourtant, mon but, ça va bel et bien de faire passer de l'eau de mon premier verre dans le second. Je cherche donc à piéger des gouttes d'eau à l'intérieur de mon verre vide. Et comme ça, on se retrouve à peu près dans la même situation où je cherchais à piéger un électron dans ma grille flottante. Mon eau dans mon verre plein, ça va tout simplement être les électrons dans la grille de contrôle, et mon verre vide, c'est ma grille flottante, c'est ma prison. Et comme ça peut être très facile à visualiser. Dans un état stable, je n'ai absolument aucun moyen de faire transférer mon eau d'un verre à l'autre. Si on oublie l'effet d'évaporation, mon eau devrait tout simplement rester dans mon verre, sans jamais le quitter. Je pourrais quand même attendre des siècles sans qu'absolument rien ne se passe. Et aujourd'hui, on va aussi oublier tout ce qui est superfluide. La seule solution pour nos gouttes d'eau, c'est finalement d'ajouter du mouvement au premier verre. Donc, ajouter du mouvement à celui qui est plein, pour pouvoir transférer des gouttes dans le second. Bon, c'est pas forcément la meilleure méthode, ça c'est certain, mais on peut par exemple utiliser une cuillère ou ses doigts, et à la surface, on va tout simplement projeter de l'eau vers le verre vide. Et ce que je suis en train de faire, c'est finalement juste projeter des gouttes d'eau à l'intérieur de mon autre verre. Là encore, c'est quand même assez facile à voir. Eh bien, dans les faits, l'effet tunnel, c'est un petit peu ça. Trouver un moyen de faire passer une particule, donc dans mon exemple, une goutte d'eau, à l'intérieur d'un milieu qui était complètement isolé du premier. Ici, mes deux verres étaient complètement isolés l'un de l'autre. Ils communiquaient pas du tout ensemble. La paroi en verre permettait de séparer les deux milieux, et j'ai juste trouvé un moyen de littéralement sauter cette barrière. En pratique, j'ai ajouté de l'énergie mécanique, donc un mouvement comme je te l'ai dit avant, sur une petite surface de mon eau. Comme ça, j'ai pu faire augmenter l'énergie globale de mon système, pour pouvoir faire passer mes gouttes d'eau dans un autre milieu. J'ai jeté de l'eau d'une source vers un récipient qui n'était pas du tout connecté. Et c'est juste ça que j'ai fait. J'ai suffisamment augmenté l'énergie dans mon système pour pouvoir réaliser mon objectif. Piéger des gouttes d'eau ailleurs que dans mon premier verre. Et on est bien d'accord que si je fais rien, si j'ajoute pas d'énergie à mon verre qui était avant vide, donc qui contient maintenant que quelques gouttes d'eau, elles peuvent tout simplement pas retourner dans le premier. Et elles vont juste rester bloquées. Pour piéger des électrons dans ma grille flottante, il faut que j'augmente suffisamment l'énergie électrique dans ma grille de contrôle. Comme ça, il y a des électrons qui vont pouvoir passer dans ce milieu isolé. Ils vont pouvoir sauter la barrière qui séparait la grille de contrôle de la grille flottante. Et s'il n'y avait pas eu d'apport en énergie, il serait juste passé dans la grille de contrôle. Et il serait jamais arrivé dans la flottante. Et c'est comme ça qu'on arrive à stocker un électron
dans la mémoire flash NAND, en excitant suffisamment les électrons pour qu'ils puissent sauter la barrière que représentait l'isolation entre les deux grilles. Bon, c'était sans doute le truc le plus complexe de la vidéo, donc j'espère quand même que c'était assez clair, mais si t'es encore un petit peu curieux, je vais t'inviter à te renseigner par toi-même sur comment fonctionne précisément l'effet tunnel, parce que ça parle de physique quantique et j'ai pas vraiment la prétention d'être le mec le plus qualifié à ce sujet. Mais comme je pense que j'arrive à peu près à comprendre l'idée, je dirais que t'en es carrément capable toi aussi. Mais bon, pour cette vidéo, les ordinateurs quantiques, c'est pas vraiment le sujet, donc on va essayer d'éviter de trop utiliser ce mot. Bon, maintenant que j'ai emprisonné un électron, est-ce que j'ai réussi à faire passer mon bit à 0 ? Eh ben, pas vraiment. Malheureusement, piéger un seul électron, bah ça suffit pas vraiment à faire passer un bit à 0. Du coup, il faut pouvoir en piéger plusieurs milliers, sinon on verra pas vraiment de changement de tension aux bornes du transistor. Du coup, si on piège 10 000 électrons sur les 20 000 qui passaient dans la grille de contrôle, bien sûr grâce à l'effet tunnel, eh ben ce serait déjà pas mal. Donc, dans la suite de cette vidéo, on va considérer qu'il faut piéger 10 000 électrons pour pouvoir faire passer un bit à l'état 0. Donc, ce que tu peux retenir, c'est que chaque transistor dans la mémoire NAND, donc la mémoire qui est utilisée dans la plupart des systèmes de stockage aujourd'hui, même ton téléphone, mais surtout pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc le SSD, ça fonctionne tout simplement comme un piège à électrons. Donc, pour chaque bit à 0, pour nous aujourd'hui, eh ben ce sera 10 000 électrons piégés dans la grille flottante. Et chaque bit à 1 ne contient presque pas ou aucun électron. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ça le fonctionnement de la mémoire. C'est stocker des électrons quelque part dans un transistor, ou alors laisser ces emplacements vides. Du coup, est-ce que tu commences à comprendre comment j'ai fait mon calcul pour la masse de ces JPEG ? Dans ma démarche, j'ai commencé par extraire la donnée en binaire d'un fichier en JPEG que j'ai volontairement choisi. Donc, j'ai extrait le fichier, qui montre comment l'image est interprétée au niveau de la mémoire. Si on essaye de le lire, on aura plein de 0 et de 1 sur une grande page blanche. Et c'est finalement le langage machine. Et en fonction de ce fichier, j'ai compté la totalité des bits à 1 et la totalité des bits à 0. Bon, pour chaque bit à 1, j'ai considéré qu'il n'y avait absolument aucun électron stocké. C'est plus simple pour mon calcul et de toute manière, le résultat final, il n'aurait pas énormément changé si j'avais intégré 1 ou 2 électrons. Du coup, je considère que pour les bits à 1, il n'y a aucune influence sur la masse finale au stockage. Pour chaque bit à 0, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai considéré qu'il y avait 10 000 électrons de stockés. Autrement dit, un bit à 0, c'est 10 000 électrons dans la mémoire. Donc pour la totalité du nombre de bits à 0, j'ai multiplié par 10 000 électrons. Comme ça, je peux obtenir la totalité du nombre d'électrons qui compose mon image. Et comme je n'oublie pas mon objectif qui est de calculer la masse de mon fichier, je multiplie par la masse de l'électron, soit 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Mais réussir à visualiser cette masse dans nos têtes, c'est vraiment pas gagné, parce que c'est comme je te le disais tout à l'heure, avec la masse de la Terre par rapport à un petit kilogramme. C'est une valeur incroyablement faible. Et après cette ultime multiplication, je vais enfin obtenir la masse d'un fichier sur mon disque dur. Bien sûr, dans les faits, j'ai pas du tout été compter à la main les 0 et les 1. Faut pas déconner, j'ai quand même d'autres choses à foutre dans ma journée que de compter et d'observer des milliers de bits. Par contre, j'ai préféré utiliser un petit programme qui l'a fait à ma place. Et j'ai aussi fait tous les calculs dedans parce que être un développeur, c'est avant tout être un branleur. Dans mon petit script en Python, il commence par extraire le fichier en binaire, il compte les zéros, puis il multiplie par la masse et le nombre d'électrons, pour finalement me donner la masse d'un fichier. J'espère que je me suis pas trompé dans la quantité de zéros dans mes calculs, sinon ce serait quand même un petit peu dommage. Donc dis-toi quand même que potentiellement il y a 1 ou 2 zéros de différence à cause d'une conversion que j'aurais pu foirer. Malheureusement, l'erreur est humaine, mais tu t'en remettras. Puis, pardon, mais ça peut carrément arriver de se tromper. Par exemple, j'avais un prof de maths à l'université, même moi j'ai eu l'occasion de le corriger sur des équations différentielles. C'est dit, alors que rappelle-toi, je suis une burne en maths. Mais trêve de verbiage, je peux à nouveau te dire que ce fichier pèse 0,0000027 picogrammes, celui-là 0,0000025 picogrammes, et celui-ci 0,0000031 picogrammes. Et voilà. Enfin, ça c'est toujours selon mes propres conversions. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça ? Déjà, la masse de la donnée varie énormément en fonction des supports, et que même avec mon calcul, c'est uniquement la masse au niveau du stockage sur un SSD. Mais même ici, il y a forcément une variation de la masse quand on manipule de la donnée, parce que au moment de faire de l'écriture ou de la lecture sur le SSD, il faut forcément le mettre sous tension. Et puis, de toute façon, mes valeurs sont déjà arrondies, donc on n'est pas à 3 électrons près. Mais je me permets quand même de l'affirmer à nouveau ici,
la donnée possède une masse, et j'espère que j'ai réussi à le prouver correctement, et pas juste comme un élément destiné à justifier une théorie et une expérience que j'ai même pas décryptée à 100% dans une seule vidéo. Et même si en vrai, comme cette masse de la donnée, elle est complètement ridicule, ben à échelle humaine, on peut carrément la considérer comme négligeable. Et finalement, c'est presque équivalent à rien du tout. Et c'est surtout un fun fact pour essayer de t'intéresser un petit peu à la tech. Et même si j'ai trouvé une masse à la donnée, même si j'ai trouvé ces 3 valeurs, rien ne te force à me croire. En tout cas, je te demande en aucun cas de me croire sur parole. Parce que je pense qu'il y a un sérieux problème par rapport à la confiance parfois inconsidéré qui pourrait être accordé à n'importe qui passe sur n'importe quel écran. Mais ce problème, il te concerne toi, mais n'oublie pas qu'il me concerne aussi, donc n'hésite jamais à remettre en cause ma parole ou celle de n'importe qui d'autre. Et si tu penses que j'ai menti à un quelconque moment, tu peux me le dire en commentaire. Il y aura peut-être un débat, ou peut-être pas, finalement, j'en sais rien du tout, moi. Peut-être que cette vidéo, elle fera seulement 10 vues. Bon, après, comme n'importe quel vidéaste, j'aimerais bien qu'elle en fasse un petit peu plus, je vais pas te mentir, mais en tout cas, si j'ai réussi à intéresser au moins une personne dans le monde avec un sujet aussi absurde, ce sera déjà une victoire en soi. Et tu dois surtout retenir de toujours questionner les images que tu consommes. Et ça, même quand t'es persuadé d'avoir une vérité en face de toi. Après tout, cela pourrait être simplement le fruit de l'imagination. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes, et retiens bien que même si c'était un petit peu marrant de les faire, ces calculs, c'était surtout une grosse perte de temps. Et ça, juste pour prouver un truc débile qui ne changera absolument rien à notre quotidien, mais qui, je l'espère, t'a apporté au moins un petit peu de connaissances. En tout cas, c'était Survel, ciao.